Madame, monsieur, c'est parti pour un voyage au doux parfum de scandale. En effet, cette semaine, à l'approche de la journée mondiale de lutte contre la corruption, on a souhaité pointer du doigt ce fléau international. Alors, quels sont les pays les plus concernés? Dans quel domaine en particulier? Et comment font-ils, s'ils le font, pour y remédier? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous l'avez compris, toute la séquence qui suit a été bien sûr enregistrée. Alors, pour mener l'enquête, voici nos incorruptibles du jour. Fanny Lothaire, qui nous attend à Rio de Janeiro. Claude Deschênes, qui nous donne rendez-vous à Montréal. Sandrine Mercier, notre correspondante en Espagne. Et enfin, Alexia Kefalas, que l'on rejoindra à Athènes. Alors, pour la première escale du jour, direction le Brésil, où la corruption est presque une religion, on peut le dire. Le pays a récemment, vous le savez, été éclaboussé par un immense scandale, un scandale sans précédent, au nom d'ailleurs assez évocateur. Fanny, bonjour. Elle remonte à quand, en fait, cette affaire de très grande ampleur dont on parle depuis si longtemps, effectivement? Bonjour Laurent, oui, tout a commencé en mars 2014. Les Brésiliens découvrent à l'époque, abasourdis sans connaître encore toutes les ramifications de l'enquête, l'opération Lava Jato, traduisez opération Karcher, opération lavage express, car tout est parti d'une banale perquisition d'un centre de lavage pour voitures comme celui-ci. C'est le propriétaire à l'époque qui a dénoncé la magouille. Entre les plumeaux et les pneus seraient passées des valises d'argent sale. En remontant le fil de l'enquête, les agents fédéraux découvrent plus de 3 milliards d'euros blanchis dans tout le pays. À Brasilia, São Paulo, Rio, la police découvre alors un vaste système de pots de vin. Afin de remporter à tour de rôle les juteux appels d'offres de la compagnie pétrolière nationale Petrobras, des géants du BTP comme OAS ou Odebrecht se sont organisés en cartel. Rétribuant les cadres de Petrobras et des politiciens complices par le biais de surfacturation, estimée entre 1 et 5% des contrats. Le fameux argent blanchi dans le lavage à taux. Un système de détournement de fonds de plusieurs milliards de reais qui servait entre autres à financer les partis politiques. La première à être inquiétée, c'est l'ancienne ministre de l'Énergie et membre du comité d'administration de Petrobras à l'époque, l'ancienne présidente Dilma Rousseff. Mars 2015, la justice s'en mêle. Le juge Sergio Moro puis le procureur Rodrigo Jano dévoilent une liste de politiciens en exercice. Des députés, des sénateurs, un ancien président du Parlement, des dirigeants de partis. Le scandale touche la gauche comme la droite. L'ancien président Lula est condamné, Michel Temer, l'actuel en poste, inquiété. Les délations vont bon train, des millions sont en jeu. Des entrepreneurs dénoncent des politiciens qui dénoncent des entrepreneurs. L'affaire devient complexe. Voici mon propre schéma de l'opération Lava Jato. C'est un arbre de Noël. Pour ce politologue spécialiste de l'affaire, si le scandale Lava Jato est si important, c'est parce que le Brésil est devenu expert en lutte anticorruption, bien malgré lui. L'opération Lava Jato reflète l'état de santé du pays. Le système politique brésilien est malade. On vit en ce moment l'état le plus critique. Et même si on peut se soigner, on restera contaminé pendant longtemps encore. Avant cette affaire, on a vécu de nombreuses autres opérations anticorruption qui n'ont pas marché. Le ministère public, la police fédérale et le pouvoir judiciaire ont donc appris des erreurs du passé, les ont corrigées, de telle sorte que l'opération Lava Jato est le résultat de cet apprentissage sur le long terme. Et ça a amélioré le contrôle judiciaire et fiscal du pays. Du jamais vu pour les Brésiliens, qui ont eu besoin d'un défouloir. Le lavage à taux est devenu un phénomène de société déjà caricaturé au cinéma et bientôt adapté en comédie musicale. Dans cette salle de danse de Rio, on prépare un Broadway lavage à taux. Eu ouço vozes de gente corrompida. São offshores, lavagem de milhões na Suíça. Bien sûr, ce spectacle musical est une satire. On raconte une bataille d'élites politiques. Une élite en perdition qui est en train de tomber et qui s'accroche désespérément au pouvoir. Et une autre élite qui veut prendre sa place. C'est ça. Notre comédie démystifie ce qui est en train de se produire dans notre pays. La dispute de pouvoir n'est pas romantique. Elle est cruelle. Une catharsis nécessaire pour les Brésiliens, dont la première prévue en août prochain fera, c'est sûr, beaucoup parler d'elle.
Ouais, même si l'on danse, c'est quand même pas très réjouissant tout ça. Fanny, j'imagine que toute cette affaire n'a laissé personne d'indifférent au Brésil. Et oui, le scandale Lava Jato a totalement polarisé la société brésilienne, mais pas du tout au sens gauche-droite comme on l'entend, puisque la plupart des partis politiques brésiliens sont touchés par ce scandale. Non, le Lava Jato a divisé la société brésilienne entre ceux qui se révoltent et les autres, ceux qui croient encore à des lendemains meilleurs, à une classe politique honnête possible, et ceux qui n'y croient tout simplement plus du tout. Et cela fait 4 ans que le Brésil est émaillé de nombreuses manifestations partout dans le pays, et à chaque fois moins nombreuses, moins bruyantes. Alors quand on parle du Lava Jato ici, eh bien maintenant les Brésiliens lèvent souvent les yeux au ciel, ironisant sur la culture brésilienne. Ce fameux jeitinho brésilien traduisait une façon de louvoyer, de s'en sortir malgré toutes les épreuves et toutes les magouilles. Et alors, à votre avis, à quand le fin mot de l'histoire, Fanny ? Ah ça, j'aimerais bien pouvoir vous donner une réponse et je pense que les Brésiliens aimeraient bien le savoir également. Surtout qu'en octobre 2018 se tiendront les prochaines élections présidentielles brésiliennes avec en candidat star l'ancien président de la République, Lula, du Parti des Travailleurs, condamné il y a peu pour corruption. L'ombre du Lava Jato plane donc sur cette campagne présidentielle. Il n'est pas impossible que de nouvelles ramifications éclatent pendant la campagne. Selon les spécialistes, eh bien, nous ne sommes qu'au tout début de l'enquête sur ce scandale jamais égalé au Brésil. Nous ne connaissons que la partie visible de l'iceberg. Ouais, très édifiant. Merci beaucoup. Alors, pour la suite du voyage, nous partons au Québec, où la lutte contre la corruption a pris un véritable tournant. Et cette petite révolution judiciaire, on la doit aux nombreux journalistes qui se sont emparés de l'affaire. Claude, bonjour. Vous nous en dites un petit peu plus sur cette fameuse affaire. Oui, bonjour Laurent. Effectivement, les médias, fin 2009, début 2010, partent en mode enquête et déterrent toutes sortes de scandales, de malversations, particulièrement dans le domaine municipal et dans le domaine de la construction. Le constat est assez accablant et le gouvernement n'a pas tellement le choix d'agir. Alors, on agit en créant une commission publique, une commission d'enquête publique qui aura un mandat d'à peu près 18 mois. Mais finalement, ça va durer 4 ans. 300 témoins vont être entendus. C'est un feuilleton. Les gens suivent ça, les témoignages en direct. C'est diffusé sur les chaînes de nouvelles continues. C'est à la fois divertissant, mais aussi assez désolant. Il y a certaines expressions qui ont été dites dans cette commission qui sont passées dans le langage populaire, comme un chum, c'est un chum. Un ami, c'est un ami. Réponse d'un des témoins lorsqu'il parlait d'un de ses amis élus municipaux à qui il faisait des faveurs. Ah, cette commission s'est déjà mise au travail, j'imagine. Ça a donné quoi ? Ben oui, plus que mise au travail, elle a remis son rapport, hein, comme toute bonne commission. Une 60aine de recommandations ont été faites par la présidente, la juge Charbonneau. On disait la semaine dernière qu'à peu près 50% des recommandations avaient été mises en œuvre. Mais je dirais que peut-être un des bons coups, ça a été l'adoption par l'Assemblée nationale d'une loi créant le Bureau de l'inspecteur général. C'est sur le modèle américain, un organisme indépendant qui peut enquêter sur tous les contrats signés par la Ville de Montréal avec ses clients. C'est le sujet de mon reportage. Trottoirs, égouts, aqueducs, ponts et chaussées, la Ville de Montréal est un grand donneur d'ouvrages. Des milliards de dollars en contrats octroyés. Comment vous avez augmenté la valeur d'un contrat de 250 000 à 500 000. Comme procureur de la commission Charbonneau, chargé de faire la lumière sur l'utilisation des fonds destinés aux travaux publics, Maître Denis Galland a contribué à révéler qu'il y avait quelque chose de pourri au royaume du maire Gérald Tremblay. Quelques joueurs se partageaient à tour de rôle les contrats, donc faisaient amplifier les coûts. On a mis en preuve que ça coûtait à Montréal 20 à 30 % plus cher au niveau des contrats par rapport à l'ensemble de la province de Québec. Là. Aucun frais. Un chum, c'est un chum. Un peu masochiste, les Québécois ont suivi avec assiduité la télédiffusion des audiences de la commission Charbonneau. Votre chum voulait pas vous payer? Pour Yves Boisvert, chroniqueur judiciaire à la Presse Plus, il fallait trouver un dénouement à ce navrant spectacle de la tricherie érigé en système. Vous avez eu pendant des mois des gens, des employés de la Ville de Montréal, des entrepreneurs, des firmes de génie
qui sont tous venus les uns après les autres nous dire à quel point le système était organisé, une collusion absolument étanche. Normalement, c'était quand même assez facile d'avoir le OK de tout le monde pour que le processus fonctionne. Quand vous avez fait cet exercice douloureux d'examiner la corruption en profondeur, bien là, la population attend des remèdes, de l'action. Un de ces remèdes a été la création en 2014 du Bureau de l'inspecteur général. Et c'est Maître Denis Galland qui a hérité du poste. C'est une première au Canada. Il n'y en a pas au Canada avec des pouvoirs comme on a. On n'est pas des policiers, on ne fait pas des enquêtes criminelles, on fait des enquêtes administratives, mais on va directement au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on a des pouvoirs d'annuler des contrats, suspendre des appels d'offres. Pour accomplir sa mission, le bureau de l'inspecteur général compte sur une trentaine d'employés et sur la collaboration du milieu qu'il a le mandat de surveiller. On fonctionne beaucoup sur dénonciation. On a une ligne de dénonciation, donc que ce soit par téléphone ou sur notre site Internet. Moi, j'ai une obligation légale de protéger l'identité d'un lanceur d'alerte. S'il y a des mesures de représailles faites à l'encontre d'un lanceur d'alerte, il peut y avoir des amendes totalisant jusqu'à 500 000 $ d'amende. Donc, la loi à ce chapitre-là, elle est très bien faite. Le BIG, comme on l'appelle, scrute les contrats de la Ville de Montréal depuis maintenant 4 ans et s'enorgueillit d'avoir assaini les pratiques des entrepreneurs, contracteurs, ingénieurs et fonctionnaires qui vivent des taxes payées par les contribuables montréalais. Maintenant, ces gens-là savent qu'il y a une organisation qui les surveille. Effectivement, ils doivent rendre compte. Donc moi, je pense que c'est dissuasif. On a eu le mérite au moins d'examiner le problème, de l'exposer et d'arriver avec une solution assez musclée, finalement, pour dire, bien, on ne laissera plus ça se reproduire. Dites-moi, Claude, le bureau de l'inspecteur général n'est quand même pas tout seul dans la lutte. Non, parce que vous voyez, il agit seulement sur les contrats. Il y a un autre organisme qui s'appelle l'UPAC, l'Union permanente anticorruption, qui a été créée en 2011, avant le BIG, qui a des pouvoirs d'enquête, mais aussi de porter des accusations criminelles. C'est un petit peu comme un corps de police. Et on ne se prive pas pour justement épingler des gens. On a réussi à mettre en prison le maire de Laval, qui est quand même la 3e ville en importance au Québec. Présentement, l'ancienne vice-première ministre du Québec attend son procès pour fraude, corruption, abus de confiance. Et il y a même l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, qui est dans le viseur de l'UPAC. Alors, comme vous voyez, le sujet de C'est un monde de ce matin, ici, au Québec, est encore et toujours d'actualité. C'est chaud, c'est même encore brûlant. Merci Claude, à très bientôt. Il est temps de marquer une pause numérique avec Julia Livage et on peut facilement affirmer qu'Internet est un très bon allié en matière de lutte anticorruption, Julia. Oui, tout à fait. Il existe une technologie civique qui s'appelle la Civitech, Laurent. C'est l'ensemble des procédés, des outils, des technologies qui vont permettre d'améliorer le système politique. On va donc utiliser la technologie pour plus de transparence, pour lutter contre la corruption, en mettant évidemment les citoyens à contribution. Et tout ça, ça va se passer sur Internet parce qu'on sait que la corruption, elle se nourrit notamment de l'ignorance. Et du coup, via Internet, on va informer les gens et on va mettre les problèmes de corruption sur le devant de la chaîne. Ce mouvement, il va se traduire finalement par l'émergence de ce 5e pouvoir. Et on le voit très bien au travers d'exemples comme le site Wikileaks, dont on a tous entendu parler, le plus gros dénonceur de faits de corruption du monde. C'est une organisation non gouvernementale, évidemment, fondée par le très controversé Julian Assange. L'objectif de ce genre de site, ça va être de publier des documents, des analyses politiques et sociales, pour dénoncer tout ce qui se passe dans les pays du monde. Alors, plusieurs documents relatifs à des faits, justement, de corruption, d'espionnage et aussi de violation des droits de l'homme ont déjà été diffusés sur ce site. Et puis un autre exemple en Inde, alors là c'est un site qui s'appelle I Paid a Bribe, j'ai versé un pot de vin. C'est pareil, une organisation non gouvernementale qui l'a créé. Le principe est simple, on va permettre à chacun de témoigner, de raconter, de dénoncer des faits dont il a été victime, des faits de corruption. Les autorités vont pouvoir utiliser ce qu'elles trouvent sur ce site pour pouvoir trouver les personnes concernées et les incriminer. Julia, je sais que vous êtes également intéressée à un continent très touché par la corruption, je parle de l'Afrique. Alors comment le web peut-il jouer un rôle dans l'éradication du phénomène là-bas ?
Eh bien, en Afrique, les grandes affaires de corruption, elles font la une des journaux d'investigation, mais la petite corruption, elle s'inscrit dans le quotidien des Africains. C'est-à-dire que Internet va devenir l'outil incontournable pour dénoncer et donc éradiquer des faits de corruption. On estime à un tiers, par exemple, de Kenyans qui vont utiliser un tiers de leurs revenus en corruption pour des choses, des services dont ils devraient avoir accès gratuitement. Inscription à l'école, passage dans les douanes, des choses comme ça. Et bien le site dont je vous parlais tout à l'heure, I Paid Abroad, regardez, aujourd'hui, il a fait des petits, il s'est étendu sur plusieurs continents. Il y en a même qui sont en cours de process et qui vont bientôt être créés. Et du coup, c'est via ce site encore qu'en Afrique, on va pouvoir se défendre, dénoncer des faits de corruption. Très intéressant. Merci, Julia. Justement, vous allez voir un bel exemple de lutte anticorruption via Internet. Et pour ça, direction l'Espagne, où des justiciers du net n'hésitent pas à dénoncer les magouilles des dirigeants. Mais avant de nous en dire plus, Sandrine, il paraît que vous avez un nom bien précis pour désigner les personnes corrompues. On peut savoir ce que vous avez contre le chorizo ? Bonjour. Bonjour Laurent. Oui, ici quand une personne est corrompue, on la traite de chorizo. Mais ce chorizo-là n'est pas du tout au goût des Espagnols, bien au contraire, puisque la corruption est la deuxième préoccupation des Espagnols après le chômage. Il faut dire qu'ici, c'est un fléau national, pas un mois sans que n'éclate une nouvelle affaire. Un petit groupe de citoyens engagés a donc décidé de passer à l'attaque. Quelque part sur les toits de Barcelone, à l'abri des regards, ces hackers font aujourd'hui trembler l'Espagne des corrompus. Simona Levy et ses collègues sont de simples citoyens. Mais exaspérés par l'ampleur de la corruption en Espagne, ils créent Xnet, un projet cyber-activiste qui révèle au grand jour les grands scandales de corruption en Espagne. Cela a été comme ouvrir une porte en grand et cela a démontré que c'était à nous, citoyens, d'agir contre la corruption. Car avant, ici, ce n'était jamais fait. On retombait en permanence dans les ententes secrètes entre les gouvernements, les politiques, les partis qui menaient à la corruption. En 2012, les Espagnols sont en colère. En pleine crise, la banque Bankia est sauvée de la faillite grâce à 23 milliards d'euros de fonds publics. L'injustice est à son comble pour des milliers d'Espagnols qui continuent d'être expulsés de leur logement faute de pouvoir rembourser leur crédit immobilier. Les activistes de Xnet vont alors dévoiler que les plus hauts dirigeants de Bankia auraient détourné l'argent du contribuable. Ils parlent de crise, mais c'est une arnaque qui a été élaborée par des gens dont nous avons les noms. Ce sont eux les responsables et nous allons les poursuivre pour qu'on sache qui sont les vrais responsables de cette crise. Les premières plaintes sont déposées et mènent sur le banc des accusés Rodrigo Rato, le directeur de Bankia, connu pour être aussi l'ancien président du FMI et l'ex-ministre de l'économie. En février, il est condamné à la prison avec 65 autres dirigeants de la banque pour détournement de fonds. Une grande victoire pour Simona et ses collègues. Pouvoir voir l'ex-président du Fonds monétaire international qui, après avoir ruiné plus de 300 000 familles, enfin assis sur le banc des accusés grâce à notre travail, est condamné est une immense satisfaction. Et cela l'a été tout autant quand on a reçu les lettres des gens nous remerciant d'avoir réussi à récupérer leur argent. Aujourd'hui, c'est une institution, la mairie de Barcelone, qui fait directement appel au service de Xnet, en lançant une boîte mail anonyme. Abus de biens sociaux, marchés publics truqués, désormais, fonctionnaires ou citoyens, chacun peut dénoncer la corruption dans l'administration. Les Espagnols restent toujours persuadés que la corruption est incrustée à tous les niveaux de l'administration. Un fléau qui menace perpétuellement notre démocratie. Comme un cancer dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est pour cela que nous prenons des mesures fortes pour regagner leur confiance. C'est l'équipe de Xnet qui a mis au point le cryptage des messages, rendant totalement anonyme la dénonciation. Pour ces cybermilitants espagnols, la lutte contre la corruption participe au renouvellement de la démocratie. Voilà, merci Sandrine, à bientôt dans C'est un monde. Allez, retour chez nous à présent. Une fois de plus, c'est le moment de balayer devant notre porte avec Isabelle Martinet. Bonjour Isabelle, côté corruption, où est-ce qu'on en est nous ?
eh bien, il n'existe pas en France de base de données publiques recensant les condamnations pour corruption. Donc c'est difficile d'avoir vraiment un avis pointu sur les différentes formes de corruption, les domaines concernés et les personnes. Mais il existe une ONG nommée Transparency International qui établit chaque année un classement de la corruption auprès de 176 pays. Alors, les États sont notés de 0 pour les plus corrompus à 100 pour les plus vertueux. Les bons élèves sont les pays nordiques, les moins bien notés sont la Somalie et la Corée du Nord, et la France se situe à la 23e position, avec une note de 69 sur 100. Ouais, pas terrible quand même. Peut mieux faire, non? Alors, on occupe le même rang que l'année précédente, et comme en 2014, on était 26e, on peut quand même dire que nous nous améliorons. Notre note est tout de même honorable quand on sait que 70% des pays analysés ont une note inférieure à 50. Maintenant, effectivement, vous avez raison, on peut toujours mieux faire, car si on parle très facilement de la corruption ouverte dans les pays en développement ou les dictatures aussi, oui. Eh bien, on évoque moins souvent des formes un peu plus opaques qui peuvent aussi concerner des pays comme la France. Mais comment travaille l'ONG, justement, l'ONG en question pour établir ce classement? Alors, eh bien, les bénévoles des associations récoltent des données auprès d'institutions indépendantes et à partir des condamnations pour corruption dans le domaine public ou privé. Et c'est comme ça qu'on a pu lister pour la France 660 affaires, dont 440 depuis 2014. Ouais, et petite piqûre de rappel, quelles sont les plus grosses affaires de corruption en France? Alors, essentiellement des prises illégales d'intérêt dans le cadre des marchés publics. Vous savez, typiquement, c'est la petite enveloppe qui permet d'obtenir un marché public. Petite. Voilà. Alors après, c'est variable. Ensuite, on répercute cette somme sur la facturation aux usagers. C'est tout simple, puisqu'au final, c'est le bon contribuable qui paye. Et puis, dans le secteur privé, là, on parle plutôt de rétrocession de commissions. Quoi qu'il en soit, il faut quand même préciser que tous les élus ne sont pas corrompus et tous les industriels non plus, malgré l'image que l'on peut peut-être en avoir, tout simplement parce que lorsque des affaires impliquent des personnalités, elles sont médiatisées. Mais la majeure partie des affaires courantes n'est pas révélée au grand public et la corruption peut aussi concerner des individus dans leur quotidien avec différents arrangements monnayant différents passe-droits. Ça dit, on a peut-être une idée du montant que cela représente. Alors, si l'on s'en réfère à l'étude des dossiers, on l'évalue à plus ou moins 30 milliards d'euros par an, en sachant que c'est une estimation, puisque nul ne sait si différentes transactions occultes ne vont pas sortir dans un mois ou dans 10 ans. Et grosso modo, comment est-ce qu'on lutte contre la corruption dans notre pays? Sans doute en renforçant le cadre légal. C'est sans doute pour cela que l'on a opté récemment pour une loi sur la moralisation de la vie publique et pour lutter contre la fraude financière suite à différents scandales politico-financiers. Différents dispositifs ont été mis en œuvre, par exemple le parquet national financier ou la haute autorité pour la moralisation de la vie publique. Ce sont des dispositifs qui sont justement chargés d'assainir la situation. Entre nous, et pour finir, vous pensez qu'un monde sans corruption est possible? Écoutez, difficile de répondre. Ce qu'on sait quand même, c'est que la corruption existe depuis toujours, même si aujourd'hui, on est dans une phase de transition pour aller vers plus d'éthique. Mais il faut du temps pour changer les mentalités et les habitudes. Est-ce que favoriser une embauche pour, en échange d'un service rendu, est-ce que c'est de la corruption ou est-ce que c'est une forme parmi d'autres de piston? Est-ce qu'offrir un cadeau en remerciement de la part d'un client, est-ce que c'est de la corruption? Est-ce que c'est du savoir-vivre? Est-ce que c'est un élément de négociation? C'est aussi une question de culture et nous n'avons peut-être pas en France une culture de la totale transparence. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'un Français n'aura pas la même réponse qu'un Danois. Oui, et puis dans le doute, abstiens-toi si on n'a pas la réponse à la question. Merci, merci beaucoup Isabelle. Voilà, pour la fin de notre expédition, nous partons maintenant en Grèce où la corruption fait partie intégrante du quotidien. Du moins, c'est l'impression qu'on en a. Et il n'y a qu'à voir les chiffres, Alexia. C'est un vrai problème de société. Bonjour. Bonjour Laurent. Oui, effectivement, vous avez raison, les chiffres officiels en témoignent. En Grèce, la corruption, ça représente un manque à gagner pour l'État de 35 milliards d'euros par an. C'est énorme pour un petit pays avec 10 millions d'habitants.
Vous imaginez la taille. Et surtout, eh bien, on pensait qu'avec la crise, eh bien, ça s'améliorerait un petit peu. Et c'est vrai que ça s'était un peu dû améliorer. Mais depuis 2 ans, la corruption bat des records. La Grèce a perdu 11 places dans le classement de Transparency International dont vous parliez. Elle se retrouve à la 69e place sur 176 pays. Résultat, la Grèce est plus proche du Yémen ou de la Corée du Nord que de la Suisse. Et c'est un problème parce que la Grèce, eh bien, ça fait 7 ans qu'elle est sous tutelle budgétaire de l'Union européenne et du Fonds monétaire international. Et bien, malgré ça, la corruption persiste. Et ça se passe comment concrètement? Il y a des scandales d'État ou c'est une corruption de grande ampleur ou plutôt des petits pots de vin? Et c'est un peu tout, Laurent. En fait, vous avez bien résumé la situation. Il y a effectivement des gros scandales avec de grands pots de vin, notamment en ce moment avec le ministre de la Défense qui est accusé de vendre illégalement des armes à l'Arabie Saoudite moyennant valise d'argent. Tout cela est encore à prouver. Ce qui est sûr, c'est qu'en Grèce, le véritable grand problème, c'est la petite corruption. Celle de tous les jours, celle que bien beaucoup de touristes ont rencontrée, notamment dans les tavernes l'été, avec ces restaurateurs qui oublient de donner une facture aux clients ou alors au moment de payer avec une carte bleue, eh bien, le terminal à carte est en panne. Donc c'est véritablement un problème, d'autant que ces restaurateurs n'acceptent pas d'être contrôlés par les agents du fisc. Ils se font d'ailleurs, ces agents du fisc, passer à tabac ou prendre à partie à chaque fois qu'ils vont dans une île l'été contrôler des tavernes. En tout cas, Laurent, je vous invite à voir ce petit monde de la corruption en Grèce, mais aussi ce qui est fait dans ce reportage réalisé avec Aris Katsiyanis. Dans les rues d'Athènes, quand on parle de corruption, on ne soulève pas un tabou. Si on ne donne pas un pourboire à l'administration, notre dossier sera retardé d'1 semaine au moins. Quand on va dans un petit magasin, on ne nous donne pas de facture pour un achat d'1,50 €. Il y a des grands magasins qui n'ont même pas de terminal à carte, alors que la loi impose les machines à carte partout. Les avocats, par exemple, non plus, n'en ont pas. Quand il n'y a pas d'argent, pas de travail, les gens filent forcément un mauvais coton. Ils se tournent vers la corruption pour pouvoir survivre. C'est clair, la majorité des médecins empochent des pots de vin. La corruption, c'est un peu la vie de tous les jours en Grèce et surtout dans le milieu de la santé. Jusqu'à présent, pour se faire opérer, on ne pouvait pas échapper au fakelaki, la petite enveloppe glissée au chirurgien pour le remercier de l'intervention. Si certains médecins ont été dénoncés et condamnés, ce rituel a quand même du mal à disparaître. Pourquoi tu profites du mal des gens? De quoi? Ne parle pas. Alors certaines équipes de jeunes anarchistes prennent les devants, comme ici, à l'hôpital central d'Athènes, Evangelismos. Ils se filment en train de menacer un médecin. Si on apprend que tu prends encore des fakelaki, on mettra ta photo et ton nom dans tout l'hôpital. Tu as fini? Je n'ai pas fini. Attention, si tu continues, on t'attendra chez toi pour te casser la tête. Mais la petite corruption est difficile à combattre pour les agents du fisc ou les douaniers qui se font régulièrement menacer et agresser pendant leur contrôle. Le ministère des Finances a donc décidé de prendre les devants. On y va. 2 fois par semaine, après le travail, des agents prennent des cours d'autodéfense. Ça les aide psychologiquement. Ils peuvent faire des prises simples maintenant, ce qui n'était pas du tout gagné au début. Par exemple, ils peuvent tomber au sol et apprennent à gérer leur peur quand l'autre s'approche. Parce que la lutte enseigne d'abord la psychologie et la préparation de l'esprit plus que du corps. La peur est là. Ma collègue, qui procédait à un contrôle la semaine dernière auprès d'un camion-citerne transportant du carburant, s'est faite menacer par le conducteur en colère, qui l'a attrapé par le cou. On apprend des gestes qui nous permettent de réagir automatiquement envers l'attaquant si on est en danger. Ce travail, tant physique que psychologique, a déjà porté ses fruits selon les premiers chiffres. Il n'est donc pas impossible de voir cette méthode généralisée à d'autres ministères. Reste à savoir si ces agents pourront battre la corruption ancrée dans les mentalités. Et ces cours, ça fait réellement avancer les choses?
Ouais, c'est toute la question, Laurent. Pourquoi? Eh bien parce qu'effectivement, ils ont beaucoup plus confiance en eux et on le voit notamment lors de contrôles. Mais les résultats, eh bien, c'est encore difficile au niveau des résultats. Et il y a un progrès, certes, mais il en faut beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle, Laurent, eh bien, l'État a décidé de multiplier les inspecteurs. Et comment faire quand on ne peut pas embaucher? Ils vont tout simplement jouer sur la mobilité en déplaçant des fonctionnaires d'autres ministères vers les brigades du fisc. Eux aussi auront sans doute besoin de cours d'autodéfense, non? Oui, effectivement, plutôt d'harakiri dans ces cas-là, c'est toute la question, Laurent. Pourquoi? Eh bien parce que jusqu'à présent, eh bien, les cours sont basés sur le bénévolat. Ce sont les employés qui y vont, on l'a vu dans le reportage, ils ne sont pas très nombreux après le travail à se rendre à ces cours d'autodéfense. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, l'État, selon la presse grecque, pourrait bien rendre ces cours obligatoires pour justement mettre KO la corruption. Merci beaucoup Alexia, je vous souhaite une très belle journée à vous et à votre équipe bien sûr. Notre tour du monde spécial corruption touche à sa fin, je sais, c'était passionnant. Merci donc à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur ce fléau mondial. La semaine prochaine, un thème bien plus encourageant, à l'occasion du Téléthon, la solidarité sera à l'honneur. Alors comment se manifeste-t-elle dans les autres pays, chez nos voisins? Existe-t-il des initiatives originales pour récolter des dons? Et dans quel domaine? Préparez-vous à un bel élan de générosité, c'est moi qui vous le dis. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous donne rendez-vous lundi dès 6h30. En attendant, voici quelques images de la semaine écoulée. C'est cadeau. Très bon week-end.